Alors, Dominique, c'est un professeur émérite de Paris-Nord. Donc, cela veut dire simplement qu'il est, en fait, un enseignant de grand rang. Je sais que quand on vous décerne le titre de professeur émérite, ça a toute sa signification. Elle est très grande dans le monde des académiciens. Et il porte ce titre-là avec mérite. Et enfin, il a une expérience assez pratique, à 2 niveaux au moins, et bien entendu, j'allais dire à 3 niveaux au moins. Un premier niveau, c'est qu'il a ses relations avec la Banque de France. La plupart du temps, nos chercheurs parlent de la finance, mais sans voir ce qui gère la finance, sans voir exactement ce que font, ce que font les gestionnaires de la finance. Et pour avoir fréquenté le milieu, il va sans dire que, de toute manière, son expérience nous servira beaucoup. En deuxième lieu, il a beaucoup travaillé avec des collègues que je connais et qui sont de grands renoms, de grands scientifiques, j'allais dire. D'abord, Mario Dove, qui nous accompagne souvent au niveau de l'ISF, qui est avec nous. Et ensuite, surtout le professeur Robert Boyer. Alors, que nous avons fait venir ici à Dakar, à un moment, nous avions à l'époque des discussions extrêmement serrées sur le rôle de l'État et la régulation dans le capitalisme contemporain. Je m'étais dit, nous ne pouvons pas trouver mieux que d'inviter précisément Boyer nous faire cette introduction. Il a accepté, malgré un calendrier qui était extrêmement très serré, il a accepté de venir et je l'avais, si vous voulez, invité en même temps que Jean-Pierre Lafont de Toulouse, malheureusement qui m'a dit à l'époque, mais Moustapha, je serais venu avec plaisir, mais évidemment, il avait quelques ennuis de santé. Et il me disait, je dois partir aux États-Unis, n'était ça vraiment, je serai là. Peut-être pas en confrontation avec Robert Boyer, mais je viendrai effectivement pour donner une contribution. Cette conférence a été tellement grande. Nous l'avions organisée effectivement au CICES. Nous avons refusé du monde. Il y avait à l'époque l'oncle de quelqu'un qui est parmi nous, Djiboka, qui paie à son âme. Et il était là, et il y avait les membres du gouvernement étaient pratiquement, la plupart étaient effectivement présents à cette conférence. Et nous avons eu un débat qui a été un débat de très haut vol entre ceux qui pratiquent et des praticiens au niveau de l'État et un chercheur extrêmement aigu qui est maître d'école, je l'appelais à l'époque comme ça, maître d'école, sur la régulation. Alors, Dominique est de cet acabit. Et c'est ce deuxième point que je voulais effectivement souligner. Je ne dis pas rupture avec les analyses orthodoxes, mais en tout cas, une position, une attitude scientifique extrêmement critique vis-à-vis précisément de certaines considérations, de toute manière, qui n'ont pas été, en quelque sorte, validées par les réalités au quotidien. Et je disais qu'il avait une troisième dimension. Il a milité dans des organisations, où il a pris des responsabilités dans des organisations qui sont de grandes organisations démocratiques et des grandes organisations de la société civile comme ATTAC,
n'est-ce pas, qui a fait aussi, il me semble, des travaux extrêmement édifiants sur justement ces questions financières. Et également, il appartient à l'Organisation des économistes atterrés. Donc, nous avons là vraiment un homme qui, en fait, a un profil complet, qui a su lier de manière absolument permanente ces trois éléments essentiels: la pratique d'un côté, la théorie de l'autre, et ensuite le militantisme. C'est difficile de trouver des intellectuels qui arrivent à bien faire cette alliance. Donc aujourd'hui, il va nous traiter effectivement des mutations des banques centrales, l'analyse que l'on doit en faire, et ensuite, quelle perspective. C'est une interrogation importante pour nous, très importante pour nous. Il est question, bien entendu, de la monnaie commune au niveau de la CEDEAO pour 2020. 2020, c'est demain. Alors, or, il y a tout un ensemble de mutations qui s'opèrent au niveau des banques centrales. Il est bon que nous puissions savoir exactement ce qu'il en est. C'est pourquoi je dis une fois encore, nous remercions le professeur, nous remercions le collègue, nous remercions l'ami, surtout l'ami de l'ISF et l'ami du Sénégal, parce qu'il prend toujours plaisir à être avec nous chaque fois qu'il a été sollicité. Sur ce, je lui donne la parole pour introduire cette conférence. Je vous remercie. Bonjour à celles et ceux que je n'aurais pas salués. Merci, cher professeur, chers collègues, chers amis, pour votre introduction sympathique et trop louangeuse. Mais enfin bon. Alors, avant de commencer, je voudrais d'aborder le sujet d'aujourd'hui sur les mutations des banques centrales. Je voudrais faire dire deux choses. Premièrement, je suis très heureux d'être ici. Je remercie Pape Diallo et je remercie l'ISF de m'avoir invité, comme ils le font régulièrement chaque année, pour faire des cours, mais aussi pour pouvoir développer des idées à chaque fois sur des sujets différents. Et donc, je suis toujours avec plaisir que je viens. Et cette année encore, voilà, je crois que ce sujet des banques centrales est un sujet très important. Et je suis très heureux de pouvoir l'aborder. Alors, ma deuxième remarque liminaire, je vais essayer de faire acte de modestie, si c'est possible, de la part d'un universitaire. Je vais dire que je suis compétent vraisemblablement sur les banques centrales des pays dits avancés. En revanche, je dois avouer ma moindre compétence sur les pays de la région, par exemple la BCEAO, les autres autorités monétaires qui peuvent exister dans d'autres régions d'ailleurs. Et d'ailleurs, je fais un appel à l'occasion de cette conférence pour dire que je suis intéressé par des travaux futurs qui permettraient justement de faire des comparaisons, de mieux étudier les différences et les caractères communs des banques centrales des différentes régions. Mais je dois vous avouer que mon exposé d'aujourd'hui sera surtout centré sur l'expérience que j'ai tirée de par ma profession antérieure, mes professions antérieures, mais aussi mes études, ma recherche, surtout sur les banques centrales des pays avancés. Et je m'en excuse par avance parce que vous serez peut-être frustrés si je ne vous parle pas assez des banques régionales, centrales régionales. Et aussi, je dois avouer, je ne vous parlerai pas, on en parlera peut-être s'il y a des questions à ce sujet tout à l'heure, de l'expérience d'unification monétaire qui ont existé et qui pourront exister demain dans la région. Donc c'est un sujet qui m'intéresse, mais je dois avouer mon incompétence relative sur le sujet, donc je préfère ne pas en parler aujourd'hui, mais je suis prêt bien sûr à avoir des échanges avec vous à ce sujet si vous le souhaitez au moment de la discussion. Alors, quand Pape Diallo m'a demandé de parler des mutations des banques centrales,
j'ai essayé de me situer. Vous savez, c'est les caractéristiques, parfois le défaut des universitaires, c'est d'essayer toujours de situer dans une perspective historique les phénomènes qu'ils étudient et qui se passent aujourd'hui. Et donc, je crois que pour comprendre les banques centrales, il faut comprendre leur histoire. Les banques centrales ont été créées, les premières à la fin du XVIIe siècle, au XVIIIe siècle surtout. La première grande banque centrale, c'est la Banque d'Angleterre. Et elles, en fait, remplissent de multiples fonctions, ces banques centrales, dans leur histoire. Elles ont financé les États, elles ont eu pour charge de s'occuper de la stabilité économique, monétaire, financière, etc. Et on peut constater qu'au fil de leur histoire, les banques centrales ont eu pour objectif de s'adapter aux transformations de leur environnement, ce qui est tout à fait normal. Et donc, pour comprendre les défis actuels des banques centrales, les mutations actuelles, je vais commencer à regarder avec vous ce qui s'est passé au siècle dernier, dans la seconde moitié du XXe siècle, pour vous montrer déjà qu'il y a eu plusieurs banques centrales ou plusieurs catégories de banques centrales successives et que déjà il y a eu des mutations de la banque centrale, ce que j'appelle le central banking, c'est-à-dire la doctrine des banques centrales qui se sont succédées. C'est le premier point que j'aborderai. Puis ensuite, j'essaierai de voir avec vous, au XXIe siècle, où nous sommes aujourd'hui, ce que sont, me semble, les principaux défis des banques centrales. C'est la question de l'instabilité financière et à la suite de la crise que nous avons vécue en 2007-2008, qui a secoué non seulement les États-Unis, des pays européens, mais d'autres régions du monde. Ensuite, je m'attacherai à regarder avec vous la question qui me paraît fondamentale aujourd'hui, un défi absolument majeur, qui est la question de la transition écologique, du changement climatique. Je crois que je fais partie des économistes qui pensent que les banques centrales ont une part de responsabilité dans cette affaire, comme tous les acteurs d'ailleurs, publics notamment. Et puis j'aborderai un troisième défi, qui est un défi essentiel, je crois, pour les banques centrales et pour le système financier en général d'ailleurs, c'est la question de la digitalisation et son impact. Voilà les points que je vais aborder dans ma présentation. Donc j'aurai une présentation en quatre points. Les mutations des banques centrales au XXe siècle, pour montrer déjà qu'il y a eu des évolutions intéressantes qui peuvent expliquer les débats d'aujourd'hui et les évolutions actuelles. Je regarderai ensuite comment les banques centrales ont évolué à la suite de la crise, la grande crise financière qui a débuté en 2007. Il y a eu des changements très importants et je crois que c'est intéressant de les étudier et d'en tirer des conséquences. Et puis je regarderai la question plus récente auquel les banques centrales ont dû s'atteler, c'est la question du changement climatique. Une mutation qui est en cours, qui est à mon avis encore insuffisante, mais les banques centrales sont en train de s'organiser sur cette question. Et enfin, je regarderai la question de la digitalisation, qui est un vrai défi pour les banquiers centraux. Alors, commençons par le premier point, les banques centrales au XXe siècle, pour montrer, si vous voulez, que les banques centrales n'ont cessé d'évoluer en réalité, qu'elles ont évolué, notamment par rapport à leur environnement, mais aussi par rapport aussi à l'évolution des théories, les conceptions théoriques qui se sont succédées. Et donc on a eu deux générations de banquiers centraux à partir des années 50, donc dans la seconde moitié du XXe siècle. D'abord des banquiers centraux que je qualifie de keynésiens, et puis d'autre part, à partir des années 70-75, à la fin des années 70 plutôt, eh bien, des banquiers centraux dits que je qualifie de monétaristes. Donc deux types de banquiers centraux, deux façon d'aborder le rôle des banques centrales. Alors, les banquiers centraux keynésiens avaient comme cadre théorique Keynes et aussi des travaux qui ont été menés par des économistes keynésiens, en particulier Phillips, que vous connaissez, et la fameuse courbe de Phillips. C'est-à-dire qu'à l'époque, la Banque centrale avait plusieurs objectifs. Les principaux étaient lutter contre l'inflation et le chômage, avec la courbe de Phillips. Alors là, par exemple, vous la connaissez tous, cette courbe de Phillips. C'est une courbe qui a été tracée par Phillips, une courbe historique avec des données historiques qui montre qu'il y a un arbitrage possible entre le taux de chômage, ici sur l'axe horizontal des abscisses, et d'autre part le taux d'inflation. Et donc, les banquiers centraux, dans les années 50, 60, 70, essayaient de se positionner le long de cette courbe, c'est-à-dire que s'ils voulaient réduire le taux de chômage,
en se déplaçant vers la gauche de la courbe horizontale, ça pouvait se traduire par plus d'inflation, et symétriquement, s'il voulait avoir moins d'inflation, eh bien, ça pouvait correspondre à un équilibre avec un chômage plus important. Donc ça, c'était le cadre théorique de l'époque. Et non seulement les économistes, enfin les banquiers centraux de l'époque s'intéressaient à l'inflation et au chômage, mais ils avaient aussi une vision large de leurs objectifs, à savoir que, c'est ce qu'on appelle le carré magique de Nicolas Kaldor, un autre économiste keynésien, qui était de dire que à côté du chômage et de l'inflation, il y a aussi l'équilibre extérieur, qui est un élément tout à fait important, comme étant... et puis, il y a aussi la question du taux de change. Et puis, l'intérêt aussi, le point important, c'est qu'à l'époque, les banquiers centraux considéraient que l'ensemble des politiques économiques, et non seulement la politique monétaire, devaient être mobilisées. Et que c'est ce qu'on appelait à l'époque, un économiste qui a eu le prix Nobel, aussi keynésien, qui s'appelle Jan Tinbergen, a développé une théorie qu'on appelait et qu'on appelle toujours la théorie de l'optimal policy mix, c'est-à-dire comment combiner les différents instruments de la politique monétaire pour atteindre les différents objectifs en fonction des choix politiques, notamment des gouvernements, voilà, et donc d'une manière optimale. Voilà. Alors, ces politiques ont bien fonctionné dans, disons, la période qu'on a appelée les 30 glorieuses, une période des années 50-70 où il y a eu une croissance plutôt rapide, mais aussi de l'inflation, voilà. Et puis, tout d'un coup, à partir du milieu des années 70, il y a eu une rupture dans le fonctionnement de nos économies avec un processus nouveau qu'on a pu appeler le processus de stagflation, c'est-à-dire à la fois de l'inflation et aussi de la stagnation économique. Et là, l'arbitrage inflation-chômage ne marchait plus parce que l'inflation, normalement, s'il y en avait beaucoup, ça veut dire qu'on était dans une phase de croissance plutôt rapide. Et là, on avait de l'inflation et de la stagnation, donc un changement de régime de croissance, aurait dit Robert Boyer, par exemple, s'il était là, et qui fait que les instruments de politique keynésiens n'étaient plus adaptés. Et du coup, ça a donné une nouvelle naissance, l'émergence nouvelle génération de banquiers centraux qui se fondent sur des approches différentes, c'est-à-dire, et en particulier, les banquiers centraux monétaristes. C'est-à-dire que le cadre doctrinal change, l'influence des monétaristes, en tête Milton Friedman aux États-Unis, ont amené une vision autre, donnant la priorité à la lutte contre l'inflation. Il faut dire qu'à l'époque, nous avions une inflation à deux chiffres, des inflations qui pouvaient être de 10-15% facilement, alors que, donc, bien au-delà de ce qui était souhaitable. Et il y avait aussi les chocs pétroliers qui avaient exacerbé l'inflation dans le monde. Et il y a eu un nouveau cadre théorique qui s'est mis en place, et notamment, parmi ces instruments théoriques, pour disons, donner un cadre à la politique monétaire, eh bien, c'est la fameuse règle de Taylor, dont vous avez entendu parler certainement. La règle de Taylor, c'est une fonction de réaction de la Banque centrale qui est là qui explique le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale, qui est considéré comme le principal instrument d'intervention de la Banque centrale, en fonction de deux grands objectifs. L'inflation, où l'écart pi c'est l'inflation pi étoile objectif, et l'écart de l'inflation observée par rapport à l'inflation objective, et aussi Y et YT étant le bar, étant le PIB potentiel, c'est-à-dire l'écart, minimiser l'écart entre le PIB observé, sa croissance observée, et celle du croissance potentiel. Et dans le monde monétariste, la variable clé, c'est ici l'écart d'inflation, donc le coefficient θ ici, qui est attribué à la lutte contre l'inflation, avait un poids nettement plus important que le θ, Y, qui était attribué à la lutte contre le chômage et aussi l'activité économique, la croissance. Et donc la règle de Taylor a été pendant longtemps, et jusqu'à la veille de la crise, peut-on dire, actuelle, a été vraiment l'instrument le plus utilisé à la fois par les banquiers centraux, mais aussi par les théoriciens pour expliquer la politique monétaire.
Alors aussi, je ne développe pas trop, mais ces économistes étaient très réticents, et les banquiers centraux de l'époque aussi, à l'idée d'utiliser la politique budgétaire et fiscale, contrairement aux Keynésiens, considérant que la politique budgétaire et fiscale est relativement inefficace, et ils ont mis en avant des approches théoriques, l'effet d'éviction, par exemple, le théorème d'équivalence de Barreau-Ricardo, je suppose que vous avez étudié, et très important, l'idée, c'est que la Banque centrale devait ne coopérer plus, n'était plus en relation, contrairement à la doctrine de l'optimal policy mix, avec les autorités publiques, budgétaires et fiscales. Elle était indépendante, elle menait sa politique selon son propre rythme, selon ses propres décisions, indépendance totale, donc par rapport au pouvoir politique en particulier. Voilà. Et dernière formulation de cette approche théorique qui s'est manifestée à partir des années 90, ça a été la nouvelle économie keynésienne, comme on l'a appelée, mais en fait plus proche des monétaristes que des keynésiens. Mais en tout cas, c'est le titre qu'on lui donnait, et qui avait pour objectif principal la cible d'inflation. C'est-à-dire les banques centrales fixaient à l'avance une cible d'inflation, l'inflation étant toujours l'objectif prioritaire, et toutes les politiques devaient être formulées en fonction de cette notion de cible d'inflation. Alors, voilà pour les banquiers centraux, vous voyez, du XXe siècle, vous voyez qu'il y a eu déjà des évolutions très importantes. Je crois que le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est que la doctrine et la pratique des banques centrales n'est pas immuable. Elle a changé, elle doit s'adapter à l'environnement. Quand les banquiers monétaristes centraux sont arrivés, parce qu'il y avait trop d'inflation, et aussi parce que les politiques budgétaires et fiscales n'étaient plus efficaces pour lutter, par exemple, contre la stagnation économique. Donc, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a un changement dans l'environnement, eh bien entendu, les banques centrales sont interpellées, les théoriciens aussi d'ailleurs, qui développent une théorie de la banque centrale, du central banking, et il y a une adaptation. Et alors là, la prochaine étape, l'étape suivante a été celle dans laquelle nous sommes encore, d'ailleurs, dans une large mesure, c'est les conséquences de la grande crise financière de 2007, qui a remis en cause le modèle dominant, qui était le modèle donc, monétariste, nouveau keynésien, avec la cible d'inflation. Eh bien, ce modèle a été remis en cause par cette crise. Alors, les critiques, en tout cas les limites de la banque central banking sont apparues. D'abord, considérant que les banques centrales avaient une vision beaucoup trop restrictive de leur mission, en se limitant uniquement à la stabilité monétaire, c'est-à-dire interne, c'est-à-dire la lutte contre l'inflation, avec le ciblage d'inflation. Et deuxièmement, que, contrairement à leur doctrine, la stabilité monétaire n'est pas suffisante, notamment pour assurer la stabilité financière. Et même, il y a un paradoxe sur lequel je vais venir dans un instant, c'est que la stabilité monétaire peut conduire à l'instabilité financière. Et donc, il y a une relation complexe entre stabilité monétaire et stabilité financière qu'avaient sous-estimé, qu'avaient mal interprété les banquiers centraux de l'époque. Et justement, comment peut-on analyser ça ? Avant la crise de 2007, il y a eu dans le monde, et pas uniquement aux États-Unis ou en Europe, dans le monde entier, il y a eu une phase que les économistes ont appelée la grande modération. Ce qu'on appelait la grande modération, c'est une période très faste, si on peut dire, pour l'économie mondiale, où l'on avait à la fois une croissance relativement rapide dans le monde, et d'autre part, un faible niveau d'inflation. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant à noter. Par exemple, ici, vous avez des graphiques, et je m'excuse par avance si vous ne les voyez pas très bien. Je vous indique que mon diaporama pourra être mis sur le site de l'ISF, et si vous voulez le récupérer, ça sera bien volontiers. Donc les graphiques qui sont là, et notamment, s'ils ne vous apparaissent pas très clairs pour ceux qui sont au fond de la salle, vous pourrez les regarder quand vous aurez le diaporama sous les yeux. En tout cas, on voit ici, c'est des courbes qui décrivent l'évolution de l'inflation depuis les années 70. Et on voit, pour les pays de l'OCDE, en l'occurrence, donc ça c'est les pays avancés, on voit, regardez, la chute, et dans les années 90, l'inflation, vous voyez, au niveau de 2%, extrêmement faible dans un certain nombre, dans la plupart des pays. C'est un indice moyen, évidemment. Et donc, ça, c'est une des caractéristiques de la grande modération, c'est cette inflation faible. Et l'erreur qu'ont commise, à mon avis, qu'ont commis les banquiers centraux, parce que je crois qu'on peut parler d'erreur, c'est qu'ils ont cru que,
on avait atteint une sorte d'âge d'or. C'est-à-dire, les banques centrales avaient enfin réussi à maîtriser l'inflation. 2% au niveau mondial, c'était très faible. Et deuxièmement, non seulement cela, mais avec conjointement une croissance relativement forte. Donc c'était un équilibre tout à fait satisfaisant. Et du coup, on a qualifié cet épisode qui a duré 10 à 15 ans, fin des années 90 jusqu'à la veille de la crise, de grande modération. Et alors, il s'est produit justement quelque chose qu'avaient totalement sous-estimé les banquiers centraux, c'est qu'il y a ce fameux paradoxe que les économistes post-keynésiens comme Iman Minsky notamment avaient bien compris et avaient bien dévoilé, avaient bien étudié, c'est que lorsque l'économie va bien, lorsque les risques, lorsque la croissance est bonne, que l'inflation est relativement satisfaisante, et que donc les agents économiques ont confiance dans l'économie et aussi dans les acteurs qui dirigent l'économie, notamment les banques centrales, eh bien il y a un paradoxe, il y a deux paradoxes qui sont très proches. Le premier, c'est le paradoxe de tranquillité. Ce que dit Minsky, c'est quand tout va bien, c'est là que les acteurs économiques et financiers prennent des risques. Il y a une aversion au risque qui diminue lorsque l'économie se porte bien. Et donc, il y a des prises de risques excessifs pendant cette période-là, et c'est là que les banquiers centraux devraient, et ce qu'ils n'ont pas fait, à mon avis, avant la crise de 2007, surveiller avec particulièrement d'attention les prises de risques dans un contexte de calme, de tranquillité. D'où l'idée de paradoxe de la tranquillité. Et il y a des économistes de la Banque des règlements internationaux, de la BRI, économistes également post-keynésiens, qui ont développé un autre paradoxe, mais très proche, qu'ils ont intitulé le paradoxe de crédibilité. Vous savez que les banques centrales avaient vraiment comme objectif majeur d'avoir la crédibilité maximum. C'était considéré comme étant la condition nécessaire pour atteindre le mieux possible leurs objectifs, notamment de stabilité monétaire. Or, ce que montrent ces économistes dans leurs travaux, c'est que la crédibilité qui conduit à la stabilité monétaire peut conduire à l'instabilité financière. Et c'est là qu'il y a quelque chose de nouveau que n'avaient pas vu, je pense, les banquiers centraux de l'époque. Alors, ce paradoxe de la crédibilité sur lequel je vais un peu insister, ce sont deux économistes de la Banque des règlements internationaux, Claudio Borio et Philippe Love, qui ont justement réfuté l'analyse dominante sur la stabilité monétaire et financière. C'est une analyse dominante qui disait s'il y a stabilité monétaire, c'est une condition suffisante et nécessaire pour qu'il y ait stabilité financière et que le système financier soit stable. En réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. Quand il y a stabilité monétaire, il peut y avoir un sentiment exagéré de sécurité et de confiance. Et du coup, comme je l'indiquais à l'instant, il y a une réduction de l'aversion au risque, une baisse généralisée des primes de risque, ce qui va favoriser une prise de risque et un endettement excessif. À l'époque, personnellement, je travaillais sur les primes de risque avec une collègue que vous connaissez, qui est Nathalie Ray, qui vient de temps en temps enseigner. On étudiait, à partir des données disponibles, les primes de risque. Et j'étais sidéré de voir que entre 2005 2007, la veille de la crise, les primes de risque avaient chuté d'une manière incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, ça dénotait bien cette baisse de l'aversion au risque. Et on se demandait pourquoi cette chute des primes de risque était si forte. Et maintenant, rétrospectivement, on comprend bien. C'est-à-dire que dans une phase de grande modération, de calme, de sécurité, de crédibilité des banques centrales, eh bien, il y avait cette baisse de l'aversion au risque. Et la conséquence, c'est qu'il y a eu des prises de risque excessifs de la part des banques, de la part des investisseurs, de la part des acteurs financiers, notamment sous forme d'un endettement excessif. Et c'est ça qui, précisément, a conduit à la crise. Alors, l'élément déclencheur de la crise, ça a été une autre erreur peut-être des banques centrales, notamment de la Federal Reserve, ça a été de monter brutalement les taux d'intérêt pour lutter contre la bulle immobilière, ce qui a déclenché, face à un endettement excessif, toute une série de mécanismes défavorables qui ont conduit à la crise des subprimes. Alors là j'ai fait à l'époque, juste après la crise de 2006-2007, 2007-2008, j'ai fait un rapport avec d'autres collègues sur cette crise, justement, et notamment les banques centrales. Et on était arrivé à cette conclusion, justement, que la grande modération conduit à une prise de risque excessif, accrue,
et que finalement, c'est un peu méchant de dire ça, mais que les banques centrales, c'est un peu notre conclusion, que les banquiers centraux européens n'ont pas du tout apprécié quand on a tiré cette conclusion, mais on a conclu que les banques centrales ont contribué à leur insu à la prise de risque et à la crise. C'est-à-dire qu'en ayant une politique extrêmement efficace pour lutter contre la stabilité monétaire, elles ont contribué à des prises de risques excessives, et l'erreur qu'elles ont commise, c'est surtout de ne pas avoir été assez vigilantes sur ce point-là des prises de risques. Alors dans ce travail que nous avions fait à l'époque, nous avions interrogé tous les banquiers centraux, un grand nombre de banquiers centraux en tout cas, et la question qu'on leur a posée, c'est « Pensez-vous que la grande modération a conduit à sous-estimer les risques du point de vue des banquiers centraux ?» Eh bien, quelques années après la crise, 90% des banquiers centraux que nous avons interrogés étaient d'accord pour dire oui. Oui. C'est-à-dire que finalement, les politiques qui ont été menées, les politiques de lutte contre l'inflation, de crédibilité, etc., finalement, ont conduit à sous-estimer les risques. Et je me rappelle, on avait invité Jean-Claude Trichet, qui venait juste de quitter la présidence de la BCE, à un séminaire, et on lui a posé la question individuellement. Je me rappelle, c'était un repas, on déjeunait ensemble, et il était d'accord, individuellement, pour reconnaître que là, il y avait probablement de leur part, de la part des banquiers centraux, notamment de la BCE, eh bien, cette erreur d'évaluation, et en tout cas cette sous-estimation des risques, et notamment l'incompréhension du mécanisme ou des relations très complexes qui peuvent exister entre la stabilité monétaire et la stabilité financière. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que les banquiers centraux sont des gens évidemment intelligents et qui s'adaptent. Et du coup, il y a eu un certain nombre d'évolutions, de transformations de la doctrine du central banking à la suite de la crise. Et en particulier, on a abandonné un principe qui était à l'époque dominant chez les banquiers centraux, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Japon et dans d'autres banques centrales, c'est ce qu'on appelle le principe de séparation. Le principe de séparation, c'était de dire que les banques centrales s'occupent de la stabilité monétaire, et comme la stabilité monétaire est suffisante pour amener de la stabilité financière, elles n'ont pas à s'en occuper, la stabilité financière. Et que donc on doit confier à d'autres instances que les banques centrales la surveillance du système financier, et notamment la surveillance prudentielle. Le pays qui a poussé le plus loin ce système, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a fait l'erreur, qu'elle a reconnue après, les autorités britanniques l'ont reconnue, c'est d'avoir une banque centrale, la Banque d'Angleterre, parfaitement indépendante des autorités de supervision des risques, qui ne communiquaient pas. Et du coup, au moment quand la crise a commencé à se déclencher, la Banque d'Angleterre n'avait pas toutes les informations que disposaient les autorités de surveillance pour pouvoir justement mener la bonne politique. Et donc, on s'est dit à l'époque, enfin les banquiers centraux se sont dit, les économistes aussi, se sont dit, on ne peut plus séparer les deux, il faut que les banquiers centraux s'occupent de la stabilité financière. Et donc ça a été un grand changement, un grand progrès, je vais revenir sur ce point-là dans un instant, qui a une évolution majeure dans la doctrine des banques centrales. La deuxième évolution, c'est que les banques centrales ont évolué et admettent que la priorité absolue accordée à l'inflation comme étant pratiquement l'objectif ultra prioritaire avec le ciblage de l'inflation, cette idée doit être abandonnée et qu'il faut avoir une vision plus large des missions, des objectifs de la Banque centrale. Pluralité d'objectifs en quelque sorte. Et puis la troisième évolution, que je vais décrire aussi dans un instant, ça a été de se dire les instruments traditionnels de la politique monétaire ne sont pas suffisants, notamment en période de crise ou de post-crise, pour rétablir les équilibres, pour atteindre des objectifs. Et c'est ce qu'on appelle les politiques non conventionnelles qui ont été menées par un grand nombre de banques centrales dans les années récentes et encore aujourd'hui d'ailleurs. Alors, la première évolution, ça a été de dire que les banques centrales, eh bien, elles doivent s'occuper de la stabilité financière. Elles ont un rôle, comme on dit, prudentiel, alors qu'avant, les banquiers centraux considéraient que ce n'était pas leur boulot, ce n'était pas leur job, c'était à des autorités distinctes de le faire. Et du coup, il y a eu un progrès important, et notamment, les banques centrales ont admis qu'il y avait un risque particulièrement important, particulièrement sensible, qui est ce qu'on appelle le risque systémique.
et qu'il y avait un volet de la politique prudentielle qui manquait, qui était la politique dite macro-prudentielle, qui avait pour objectif précisément de surveiller le risque systémique. C'est-à-dire qu'à côté de la politique micro-prudentielle, qui consiste à surveiller les banques individuelles notamment, eh bien, il faut une politique macro-prudentielle qui a pour objectif de surveiller le système financier dans sa globalité. En d'autres termes, il n'est pas suffisant d'avoir des banques commerciales individuelles qui se portent bien. Pour éviter une crise, il faut aussi regarder les interactions entre les banques et regarder les tensions possibles à l'intérieur du système bancaire dans son ensemble. Et ça a été admis comme étant vraiment un progrès important. Et du coup, comment ça s'est traduit ? Ça s'est traduit par le fait que les banques centrales, la plupart aujourd'hui, abritent une instance qu'on appelle en général le Conseil du risque systémique, et elles coordonnent disons, la surveillance du système financier dans son ensemble, avec les autres acteurs concernés, les autres autorités, mais c'est elles qui sont maîtres d'œuvre et qui sont les coordinatrices de cette surveillance macro-prudentielle. Et puis, deuxième autre évolution importante, c'est que dans la plupart des banques centrales, on les a chargées de la supervision des grandes banques dites systémiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une banque systémique ? À l'occasion de la crise, on s'est rendu compte qu'il y avait dans le monde 20 à 30 banques donc, qui avaient un caractère systémique au sens où, double caractéristique, 1, une grande taille, des banques de très grande taille, au niveau de la taille de leur bilan par exemple, et 2, des banques fortement interconnectées entre elles, de telle sorte que si l'une d'entre elles, de ces banques, a des difficultés, éventuellement devient défaillante, c'est non seulement cette banque qui est menacée, mais c'est l'ensemble du système financier et bancaire, compte tenu des relations d'interconnexion et d'interdépendance, et compte tenu de la taille de ces grandes banques systémiques. Et donc, c'est notamment le G20, qui s'est tenu en 2009, au début de la crise, a demandé au Conseil de stabilité financière, qui est une instance qui a été créée à l'époque, de travailler sur cette question des banques systémiques et de proposer, justement, des mesures pour surveiller en particulier ces banques. Donc aujourd'hui, ces banques sont vraiment surveillées de très près, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est important, c'est aussi un progrès parce qu'elles peuvent être à l'origine de crises importantes si elles ont des difficultés pour les raisons que je viens d'indiquer. Je prends par exemple la France et des banques que vous connaissez bien parce qu'elles sont présentes ici dans la région et dans ce pays. Eh bien, la France est un des pays très caractéristique par rapport à d'autres pays où 80%, 90% de l'activité bancaire est contrôlée par 4 à 5 banques seulement, qui sont, vous les connaissez, BNP Paribas, Société Générale, BPCE, Crédit Agricole. Ce sont toutes des banques systémiques. C'est-à-dire que nous sommes le pays, la France, où il y a le plus de banques systémiques par rapport au système bancaire existant, et ces banques systémiques font l'ensemble de l'activité. Donc nous avons un système bancaire très dangereux, ou qu'il faut surveiller de près. Si vous regardez l'Allemagne, par exemple, prendre une comparaison, ou l'Italie, vous avez des très grandes banques, mais vous avez une multitude de petites banques qui jouent un rôle important, ce qui n'est pas le cas de la France. La France, c'est que des grandes banques, pratiquement. Toutes les petites banques ont été rachetées, soit elles ont fait faillite, soit elles ont été rachetées par les grandes banques. Et ça, c'est quelque chose qui est à surveiller de très près. Voilà. Donc la notion de banque systémique, eh bien, c'est quelque chose qui est devenu important comme concept et qui donne lieu à une surveillance très, très, très approfondie de la part des banquiers centraux. Et puis, il y a eu une autre évolution qui ne concerne pas directement les banques centrales, mais dont elles s'occupent quand même, c'est qu'on a fait la réforme BAL 3, la réforme du système de surveillance prudentielle, et on a pris en compte un autre phénomène qui était le suivant, sur lequel j'avais personnellement écrit d'ailleurs dans le passé avant la crise, et à l'époque, les banquiers centraux nous regardaient avec une certaine, pas mépris, mais considéraient que ce n'était pas important, c'est qu'en fait on se rendait compte que la régulation prudentielle qui existait dans BAL 2 par exemple était procyclique. C'est-à-dire qu'elle incitait les banques à freiner trop dans les phases de récession, freiner tôt leur crédit, et à l'inverse, elle incitait les banques au contraire lorsque les risques baissaient, lorsqu'elles pouvaient, donc elles avaient des ratios de fonds propres moins contraignants, à prêter trop
dans les phases ascendantes des cycles économiques. Donc c'est ce qu'on appelle la procyclicité. Et donc les banquiers centraux, les autorités ont reconnu ce fait, et notamment le comité de Bâle. Et dans la réforme Bâle III, eh bien, il y a ce qu'on appelle un coussin anticyclique, c'est-à-dire une évolution, une partie des fonds propres qui évolue d'une manière anticyclique. C'est-à-dire, quand l'économie ralentit, les exigences de fonds propres vont baisser, ce qui fera que les banques centrales freineront moins les crédits. Et en phase ascendante du cycle, lorsque l'économie accélère, au contraire, les exigences de fonds propres auront tendance à augmenter pour amener les banques à ne pas distribuer trop de crédits et ne pas donc stimuler le cycle économique ascendant. Voilà. Donc tout ça, c'est des progrès dans la doctrine, dans l'analyse théorique du risque des banques. Et les banques centrales, eh bien, se sont adaptées. Elles ont contribué d'ailleurs à cette évolution. Hein. Elles ont reconnu aussi leurs erreurs dans la période antérieure. Et donc, ça a donné lieu à, je dirais, un nouveau central banking. Alors, l'autre évolution, ça concerne les politiques monétaires non conventionnelles. Les banquiers centraux se sont rendus compte qu'ils faisaient face, notamment à la suite de la crise, dans la période qui a suivi la crise immédiatement, à deux problèmes différents. Tout d'abord, un problème de risque systémique, c'est-à-dire qu'il y a des banques qui étaient encore très fragiles, très fragilisées par la crise. Il y en a qui ont fait faillite. Hein. Vous avez entendu parler de la faillite, par exemple, aux États-Unis de Lehman Brothers, hein, le 15 septembre 2008. Bon, eh bien, en Allemagne, il y a la Deutsche Bank qui a été en quasi-faillite. Elle a été, disons, aidée sérieusement par les pouvoirs publics allemands pour pouvoir, grâce à un plan de sauvetage important, pour ne pas couler. Bon. En France, nous avons eu la chance de ne pas avoir de problème majeur. Il y a une banque quand même qui était en grande difficulté, qui a failli avoir qui a frisé quand même, non pas la cessation de paiement, mais c'est le BPCE. BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, a une filiale qui est sa banque d'affaires, sa banque d'investissement qui s'appelle Natixis, pardon. Et Natixis a perdu 6 milliards d'euros à l'occasion de la crise des subprimes. Perte de 6 milliards d'euros, notamment parce qu'elle avait beaucoup investi dans les produits résultant de la titrisation des crédits des ménages américains. Et le gouvernement a dû s'occuper de très près, avec la Banque centrale, de BPCE et de Natixis, et heureusement, ça s'est bien passé. Donc tout ça pour dire que la question du risque systémique reste au cœur des préoccupations des banquiers, et même plus que jamais. Et puis, il y a un autre risque qui est apparu à la suite de la crise, surtout dans les années 2010-2015, un risque de déflation. C'est-à-dire que nous avons assisté pendant plusieurs années à une chute des prix. Vous savez que la déflation, c'est une situation dans laquelle les prix chutent d'une manière très importante, voire même sont négatifs. Vous avez une inflation négative. Et aussi, dans ces circonstances, nous avons une baisse, un ralentissement, voire une chute de la croissance. Par exemple, là, vous avez un graphique qui concerne la zone euro. Eh bien, regardez, ça, c'est l'évolution de l'inflation. On voit que l'inflation a considérablement baissé dans la période des années 2010 et suivantes, voyez, et même dans la période, voyez, de 2014-2015, l'inflation est devenue négative, voyez. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, ce n'était pas une baisse de l'inflation, une chute de l'inflation trop importante, mais ça a alerté considérablement les autorités monétaires et les banques centrales. Pourquoi ? Ben parce que l'histoire économique, notamment celle des années 30, à la suite de la crise de 1929, il y a eu des travaux très importants, notamment l'économiste américain Irving Fisher, etc., qui ont montré que quand on commence à se trouver dans une situation de baisse des prix, il y a une alerte. C'est que le système peut être, le déséquilibre peut être cumulatif et entraîner l'économie dans une situation très grave. Dans les années 30, il y a eu des périodes de déflation graves qui, justement, étaient très coûteuses. Là, heureusement, les banquiers centraux, c'est d'ailleurs à mettre à leur crédit, les banquiers centraux ont été capables de repérer ce risque très vite de déflation et d'intervenir. Et comment est-ce qu'ils sont intervenus ? Eh bien, justement, c'est en mettant en place de nouveaux instruments qu'on a appelés les politiques non conventionnelles,
En anglais, la dimension principale de cette politique, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing, traduction assouplissement monétaire. Et là, elles ont, aux États-Unis d'abord, mais ensuite en Europe, en Angleterre, parce que l'Angleterre, comme vous savez, n'est pas dans la Banque d'Angleterre n'est pas dans la BCE, dans la zone euro, la Banque du Japon, la Banque de Chine, etc., sont intervenus massivement et d'une manière, je dirais, en urgence, pour mettre en œuvre du quantitative easing. Alors je vais détailler ce que c'est, mais en gros, c'est le fait que les banques centrales se sont mises à acheter massivement des actifs de mauvaise qualité correspondant, par exemple, à des créances qui étaient devenues très mauvaises suite à la crise, des créances que les banques avaient dans leur bilan, pour éviter que les banques soient trop alourdies par des mauvaises créances. C'est ce qu'on appelle un rôle, vous connaissez l'expression en anglais, de bad bank, de défaisance en français, c'est-à-dire qu'on achète les créances de mauvaise qualité qu'on met à part pour alléger les bilans des banques. Et alors, ces opérations massives des banques centrales ont eu un effet majeur, c'est que ça a conduit à alourdir considérablement à augmenter la taille des bilans. Vous voyez, là, vous avez les bilans des trois grandes banques que sont en bleu. Ici, vous avez le bilan de la BCE, ECB. Vous avez en vert la Bank of Japan, la Banque du Japon, et en rouge, la Fed. Bien, quand vous regardez ce qui s'est passé depuis la crise, donc 2007, vous apercevez que la taille des bilans, vous voyez, n'a cessé d'augmenter avec des rythmes différents. Et d'ailleurs, la banque dont la taille de bilan a le plus augmenté, c'est la BCE. La Fed l'a augmenté, puis après, elle a stabilisé la taille de son bilan. Pourquoi ce bilan a augmenté? Parce que, justement, les banques centrales ont fait du quantitative easing, ont acheté massivement des titres sur les marchés pour éviter l'effondrement du système financier et aussi éviter la déflation. Alors, quelles sont les modalités de cette politique? Alors, oui, attendez, avant de passer là, juste un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que un autre élément majeur des politiques non conventionnelles, ça a consisté pour les banques centrales à faire baisser les taux d'intérêt pour les ramener à des niveaux proches de zéro. Donc là, on est toujours aujourd'hui dans une période historique de taux d'intérêt très bas. Et ça, c'est la politique délibérée des banques centrales d'avoir des taux zéro ou des taux même parfois négatifs dans certaines circonstances. Ça a été décidé par les banques centrales. Alors là, voilà, regardez les taux directeurs de la BCE. Donc les principaux taux directeurs. Vous voyez que ces taux directeurs, vous voyez, ont fortement baissé au moment de la crise et que là, nous sommes dans une période, vous voyez, en 2015-2016, où certains taux sont même négatifs, en dessous de zéro. Donc, ça fait... et si vous regardez les autres banques centrales, vous constaterez que c'est le cas aussi de la plupart des banques centrales, cette baisse généralisée des taux d'intérêt pour les ramener à un niveau très bas, les taux d'intérêt, donc, négatifs dans certains cas. Alors, quelles ont été les modalités d'intervention des banques centrales? Chaque banque centrale a sa politique, a ses instruments. Par exemple, si je prends le cas de la BCE, que j'ai étudié en particulier, il y a eu, vous voyez, 3 séries d'interventions non conventionnelles dans le cadre du quantitative easing qui a été mené par la BCE. Vous avez l'OMT, donc des opérations monétaires sur titres, achat de titres. Vous voyez, c'est notamment ça le bad bank, des opérations de long terme, ciblées, donc vous voyez, massives, des prêts aux banques à des taux proches de zéro, d'accord, avec un horizon relativement long. Et troisièmement, des programmes d'achat de titres privés et publics. Donc, privés, c'est des entreprises privées, mais aussi publiques, des dettes publiques. Donc, la BCE, mais si vous allez regarder ce qu'a fait la Banque du Japon, la Banque de Chine, etc., vous apercevez que chacune, d'une manière ou d'une autre, a eu des politiques de ce type-là, dites non conventionnelles, pour alléger le fardeau du système financier qui était plombé par la crise, si je puis m'exprimer ainsi, et aussi pour empêcher la déflation, pour empêcher que le poids excessif de la dette sur un certain nombre d'acteurs les amène à ralentir leur production, voire même à faire faillite. Et donc ça a été un élément tout à fait nouveau qui caractérise les banques centrales dans la période récente. C'est cette politique innovatrice d'assouplissement quantitatif. Alors, une des conséquences de cette baisse des taux d'intérêt impulsée par les banques centrales, c'est que
l'ensemble des taux d'intérêt ont baissé, et en particulier les taux d'intérêt sur les dettes publiques, les taux d'intérêt sur les bons du Trésor. Et là, vous avez un graphique qui illustre ce phénomène. Vous voyez, vous avez ici plusieurs pays. Donc vous avez l'Espagne, par exemple, vous avez G c'est la Germany, F c'est France. Vous voyez la chute des taux d'intérêt, particulièrement dans la période depuis 2010. Et même pour certains pays, comme l'Allemagne et la France, des taux d'intérêt négatifs sur la dette publique. C'est-à-dire que, par exemple, le Trésor public allemand et le Trésor public français sont en mesure de s'endetter en faisant payer ceux qui leur prêtent. C'est ça les taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire, on émet des bons du Trésor à taux négatifs, et non seulement ceux qui achètent ces bons du Trésor prêtent, apportent des fonds, des liquidités au Trésor public, mais en plus, ils payent pour prêter. Pourquoi? Eh bien, parce que dans une période de crise et d'incertitude relative sur l'évolution de l'économie et des marchés, eh bien, les opérateurs, et notamment les investisseurs, sont à la recherche de valeurs mobilières sûres, refuges, si vous préférez. Et donc, les investisseurs, pendant la période récente, ont considéré que la dette publique allemande, comme la dette publique française, par exemple, et ça c'est pareil si vous allez voir du côté de la dette publique américaine, des États-Unis, eh bien, sont des refuges importants pour eux, et donc ils acceptent de payer, donc d'avoir des taux négatifs tout en finançant les dettes publiques. Donc ça, c'est une caractéristique exceptionnelle. Historiquement, on n'a pratiquement jamais vu de telles choses se produire. Donc ça, c'est les politiques non conventionnelles. Alors, essayons de tirer quand même un bilan de ces politiques. Je fais partie des économistes qui parlent de bilan ambivalent ou même ambigu des politiques non conventionnelles. Pourquoi? Parce que d'un côté, ces politiques ont en effet réussi à atteindre l'objectif d'éviter l'effondrement des systèmes bancaires et financiers et aussi d'éviter la déflation. Donc là, c'est vraiment une réussite. Mais le problème, c'est que ces politiques n'ont pas permis de relancer véritablement l'activité et surtout, elles ont conduit à l'injection de liquidités massives dans l'économie mondiale qui pourrait être la source d'une prochaine crise financière internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un excédent de liquidité sur les marchés qui, demain, s'il y a une défiance à l'égard de tel ou tel titre ou de tel ou tel marché, pourrait, cette liquidité, alimenter, par exemple, la spéculation. Et à ce moment-là, pourrait conduire à une crise de la dette, par exemple, une crise sur certains marchés, comme les marchés obligataires. Et alors, du coup, il y a un économiste français qui s'appelle Patrick Artus, qui est un économiste en chef de Natixis, d'ailleurs, qui a écrit un livre sur les banques centrales, il y a 2 ou 3 ans, dont le titre, c'est « Les banques centrales, pompiers et pyromanes ». Je ne sais pas si vous voyez l'idée, c'est l'idée de l'ambivalence, justement. C'est qu'à la fois, les banques centrales ont été pompiers, elles ont éteint l'incendie, c'est-à-dire l'incendie de la déflation, l'incendie lié à l'instabilité du système financier, temporairement. Mais pyromane, vous savez ce que c'est qu'un pyromane? C'est quelqu'un qui allume un feu. Pyromane parce qu'elles ont créé, par leur politique, les conditions où elles ont créé les conditions d'une crise financière possible dans le futur. Alors, je ne dis pas que cette crise va se passer, va se produire, mais vous savez que pour qu'il y ait une crise, c'est un peu comme pour un incendie. Il ne suffit pas qu'il y ait du carburant, par exemple, de verser de l'essence sur un bâtiment ou une voiture, il faut qu'il y ait une étincelle. L'étincelle, ça peut être, quand vous grattez une allumette, dans le monde réel, l'étincelle, ça peut être à un moment donné une panique, un événement qui peut être politique et économique, qui fait que tout d'un coup, il y a une panique qui se déclenche, et dans un environnement où il y a une surliquidité massive au niveau international, ça pourrait conduire à une nouvelle crise financière internationale. En tout cas, c'est une inquiétude qu'on peut avoir. C'est pour ça que je pense que les banques centrales sont dans une situation difficile aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien, elles ont envie de sortir des politiques non conventionnelles, et notamment des politiques de taux zéro. On voit bien que c'est le cas. Si vous regardez par exemple la Banque centrale des États-Unis, elle a essayé à un moment donné de remonter les taux d'intérêt. Et elle a dû stopper de le faire. Elle a interrompu cela. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a un risque de récession. Aux États-Unis, à un moment donné, il y avait des signes annonciateurs d'un ralentissement. Donc si vous montez les taux d'intérêt, évidemment, ça peut plomber l'activité économique. Mais surtout, une remontée des taux
peut créer un mouvement grave sur un marché, par exemple, peut créer un crack. Et pour ma part, il y a un marché qui me paraît candidat à ce genre de crack dans le futur, en espérant que ça ne se produira pas, évidemment, c'est le marché obligataire privé. Sur le marché qu'on appelle de la dette corporate, c'est-à-dire la dette des entreprises, eh bien, il y a une bulle, c'est-à-dire qu'il y a eu un endettement massif des entreprises dans le monde entier, hein, que ce soit les chinoises, les européennes, les africaines, les européennes. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont allées sur ce marché. Pourquoi ? Parce que les taux étaient très bas. À partir du moment où les taux sont très bas, vous vous endettez. Hein, vous êtes incité à vous endetter. Mais à partir du moment aussi où vous avez un endettement massif, et éventuellement un surendettement, si les taux remontent, sous l'impulsion de la Banque centrale, ça peut déclencher un éclatement, une implosion de la bulle. D'accord ? Et là, ça pourrait être très grave. Parce que le marché obligataire privé est un des plus gros marchés de la planète, un des plus gros marchés financiers de la planète. Donc si ce marché implose, eh bien, ça pourrait faire des dégâts considérables dans tous les pays, pratiquement. Donc il y a aujourd'hui une inquiétude à ce sujet. Et c'est pour ça que les banques centrales sont extrêmement prudentes. Elles sont quelque part piégées par leur politique non conventionnelle, parce qu'elles ont fait baisser les taux, et elles ont eu raison, quelque part, pour éviter la déflation, éviter l'effondrement du système financier. Mais maintenant, elles sont dans une situation où elles ont beaucoup de mal à remonter les taux et à les ramener à des niveaux satisfaisants, plus normaux, si vous voulez. Voilà, donc on est aujourd'hui dans une situation difficile. Voilà, je pense que les banquiers centraux sont dans un contexte difficile pour mener leur politique. Et donc, ça fait partie de la situation actuelle. L'une des conclusions que je voudrais tirer aussi de ce qui vient de se passer à la suite de la crise, ça concerne ce que j'appellerais les limites de la politique monétaire. Sous l'influence de la doctrine monétariste qui donne à la monnaie un rôle et à la politique monétaire un rôle majeur, je pense qu'on a donné un rôle excessif à la politique monétaire et donc aux banques centrales, à leur corps défendant. Par exemple, M. Draghi, quand il était encore président de la BCE, plusieurs fois, il a interpellé les gouvernements, notamment en Europe, en disant « mais prenez vos responsabilités. J'ai fait le maximum que ce que je pouvais faire avec la politique monétaire, mais si vous, notamment au niveau de la politique budgétaire et fiscale, vous ne jouez pas votre rôle, on n'arrivera pas à sortir, par exemple, de la récession ou à sortir d'un contexte de croissance ralentie. Hein. Et du coup, ça m'amène à penser qu'il faut revenir à cette notion, à cette doctrine qui a existé dans le passé, rappelez-vous, sous les banquiers keynésiens de l'après-guerre, à ce qu'on appelle l'optimal policy mix. C'est-à-dire que si on veut des politiques efficaces, la politique monétaire n'est pas suffisante, même si elle est indispensable, évidemment, il ne s'agit pas de minimiser son rôle, mais qu'elle doit être combinée en permanence, articulée avec les autres politiques économiques, et j'en citerai deux, les politiques prudentielles, et troisièmement, la politique budgétaire et fiscale. Et le problème, c'est que en Europe, en particulier, nous avons malheureusement des institutions liées à des traités qui contraignent fortement les politiques budgétaires et fiscales. Nous avons un pacte, notamment ce qu'on appelle le pacte budgétaire, un traité qui est un des plus récents, qui contraint fortement la politique budgétaire, notamment en essayant de mettre des limites au déficit public, des limites à la dette publique, etc. Et aussi donc une pression permanente qui s'exerce via la Commission européenne, notamment, sur les politiques budgétaires et fiscales. Et je pense que ça, c'est une erreur. C'est-à-dire que dans une phase difficile comme la période actuelle, pour sortir de la phase de croissance lente, encore de post-crise, hein, et pour permettre aux banques centrales éventuellement de remonter un petit peu leur taux d'intérêt, etc., il faudrait qu'il y ait une politique budgétaire et fiscale plus expansionniste, et c'est exactement le contraire qu'on fait. Devant mes étudiants, j'emploie quelquefois l'image, vous savez, suivante, pour montrer qu'on est dans un monde qui ne tourne pas bien rond. C'est que, dans cette salle, je suppose que pas mal d'entre vous conduisent des voitures, et quand on conduit une voiture, on a un frein et un accélérateur. Et si vous appuyez sur les deux à la fois, le frein et l'accélérateur, vous êtes sûr d'aller dans le mur, d'accord ? D'avoir un accident, d'aller... Bon. Eh bien, en ce moment, particulièrement en Europe, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on
on appuie sur l'accélérateur monétaire avec les politiques non conventionnelles, et on appuie sur le frein budgétaire parce qu'on a des politiques trop restrictives au niveau budgétaire et fiscal. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on a des problèmes. Donc ça, c'est un des problèmes spécifiquement européens parce que aux États-Unis, c'est moins le cas, par exemple. Et donc, ici, ça m'intéresserait de savoir ce qui se passe dans la région. Après ce que j'ai compris qu'il y a quand même une tension assez forte pour amener les politiques budgétaires plutôt modérées, pour ne pas dire restrictives. Et donc, si vous avez une politique monétaire qui, par ailleurs, est plus accommodante, là, vous avez une contradiction. Et en d'autres termes, quand on ne peut pas mener des politiques qui vont en sens inverse. L'une qui accélère et l'autre qui freine. Donc, voilà, c'est un vrai sujet. Et là, je pense qu'il y a des améliorations à apporter aux politiques économiques. Alors, j'en reviens maintenant au troisième point, qui est le défi nouveau, si je puis dire, enfin dans le discours des banquiers centraux en particulier, c'est la question de la crise climatique, la question de la transition énergétique. Je ne sais pas quel est le discours du banquier central ici, vous me le direz, parce que j'ai essayé de lire la presse, mais je n'ai pas vu, et j'aurais peut-être dû chercher davantage. Mais aujourd'hui, les banquiers centraux s'expriment plus sur ce sujet, en considérant que la question du climat est devenue une question majeure et que les banques centrales ont un rôle à jouer pour lutter contre la crise climatique. Je prends un exemple, Madame Christine Lagarde, française, qui vient d'être nommée à la tête de la BCE, comme vous le savez sans doute, qui était avant au Fonds monétaire international, eh bien, a fait un discours d'investiture quand elle a été investie. Tout de suite, elle a dit « Une de mes priorités, c'est le climat ». C'est un changement de ton très important, alors que le précédent responsable, M. Draghi, n'en parlait pratiquement pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Alors, entre la prise de conscience et l'action, il y a souvent un décalage important, mais déjà, on voit que cette idée a germé dans la tête des banquières ou des banquiers centraux, et c'est une bonne chose. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que, de mon point de vue, et je ne suis pas le seul à dire cela, hein, beaucoup d'économistes le disent maintenant, il y a un double défi pour les banques centrales et les autorités financières en général face à la crise climatique. Ce double défi est le suivant. La crise climatique conduit à de nouveaux risques, dont je vais parler dans un instant. Risques en particulier pour le système financier, qui pourrait conduire à son instabilité future, et aussi à un phénomène de sous-estimation des risques. Sous-estimation des risques dont on a vu qu'il pouvait expliquer la crise de 2007. Donc il est important de veiller à ça. Alors, qui a alerté ? Eh bien, c'est un banquier central, qui est quelqu'un pour lequel j'ai d'ailleurs beaucoup d'estime, qui est un McCartney, qui a été gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qui est maintenant président du Conseil de stabilité financière, qui est quelqu'un d'assez remarquable, et qui, en 2015, a fait un discours qui a fait date, hein, qui s'intitule « Le discours de la tragédie des horizons ». Alors voilà de quoi il s'agit. Il explique dans son discours que la plupart des acteurs financiers, les banques, les investisseurs, ont un horizon trop court dans leur politique pour pouvoir prendre en compte les effets de la crise climatique. Parce que la crise climatique, c'est un phénomène de long terme. C'est quelque chose qui a des effets sur l'économie, sur la nature, sur la société en général, qui peuvent être des effets catastrophiques, hein, qui se produiront progressivement et dans le long terme, peut-être pour les générations futures même. Hein. Et il dit l'horizon, il s'adressait à un parterre de banquiers et d'investisseurs, l'horizon que vous avez, vous, est beaucoup trop court. Il faut que vous, maintenant, vous changiez un peu vos politiques et que vous acceptiez de regarder plus loin. C'est ce qu'il appelle la tragédie des horizons. Et pour ma part, j'ai fait un article il n'y a pas longtemps avec une collègue sur ce sujet pour essayer de comprendre pourquoi, notamment, les investisseurs avaient un horizon très court, un horizon de quelques mois, en tout cas jamais supérieur à 3 ou 5 ans, même pas. C'est qu'en fait, c'est la manière dont les mandats de gestion sont accordés aux investisseurs institutionnels, par exemple les fonds de pension, les sociétés d'assurance, qui gèrent des portefeuilles énormes de titres. Ils ont un mandat de gestion où ils doivent avoir un rendement à court terme pour les épargnants. Et la rentabilité n'est pas calculée sur une période longue. Et du coup, aujourd'hui, il y a un besoin de modifier la gouvernance des investisseurs et des banques, d'ailleurs, pour prendre en compte cette question du climat
et du fait que c'est un phénomène de long terme. Et là, les banques centrales et les autorités financières devront s'y atteler. C'est-à-dire devront peut-être modifier certaines règles, prudentielles et autres, pour amener les acteurs financiers à avoir un horizon plus long. En tout cas, voilà la question des risques est centrale, et on va le voir dans un instant. Les banques centrales travaillent là-dessus déjà. Je vais en parler dans un instant. Mais il y a une deuxième dimension, un deuxième défi pour les banquiers centraux face à la crise climatique, c'est la question du financement d'investissements massifs, notamment d'investissements de long terme. C'est-à-dire que si on veut réussir la transition énergétique et écologique, et lutter notamment contre le réchauffement climatique, pour rester en dessous de la barre des 2 degrés de réchauffement, eh bien, il faut qu'on développe des investissements massifs, des plans d'investissement importants. On a fait le calcul, par exemple, pour l'Europe, pour l'Union européenne, eh bien, il y a un déficit actuel de au moins 180 milliards d'euros par an de déficit d'investissement dans le domaine du climat, dans le domaine des investissements climatiques. Et donc, ce déficit, il est réel, et il faut lutter contre. Et là, les banques centrales sont interpellées, je pense, sur cette question. Alors, les banquiers centraux, comme je disais tout à l'heure au début de mon intervention, sont des gens qui s'adaptent, qui évoluent en fonction de leur environnement, sans faire de jeu de mots avec la notion d'environnement et d'écologie. Mais là, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Il y a eu un sommet à Paris en 2015 qui s'appelait le One Planet Summit, un sommet sur les questions écologiques. Et à cette occasion, les banques centrales, plusieurs dizaines de banques centrales, aujourd'hui il y en a une quarantaine, ont décidé de créer un réseau d'une quarantaine de banques, donc, sur la finance verte. C'est-à-dire, en fait, comment, finance verte voulant dire la finance qui finance la transition écologique, si vous voulez. Alors, j'ai regardé qui sont les 40 et quelques banques qui participent à ce réseau. J'ai trouvé qu'il n'y avait que 2 banques africaines, mais je peux me tromper. Il y a l'Afrique du Sud et le Ghana. Je ne suis pas sûr que d'autres banques, et je pense qu'il serait important que d'autres banques de la région, banques centrales, y participent. Parce que ce réseau permet aux banques centrales de travailler ensemble. Il s'appelle le NGFS, c'est en anglais. Ce réseau fait un travail important. Ce réseau a commencé un travail tout à fait important. Et il s'est focalisé sur les risques liés à la transition écologique et notamment au réchauffement climatique. Et il y a un consensus de ces banquiers centraux pour considérer qu'il y a des risques nouveaux qui apparaissent, 3 catégories de risques, qui sont les risques physiques, les risques de transition et les risques de bilan. Alors quels sont-ils ? Je suppose que pour certains d'entre vous, c'est des choses que vous connaissez déjà. Ces risques ont été catalogués au moins comme étant de 3 catégories. Premièrement, et c'est des risques qui impactent le système financier en particulier. D'abord, les risques physiques. C'est les pertes que vont subir des acteurs financiers, par exemple des sociétés d'assurance, qui vont être liées à des catastrophes naturelles, des inondations, de la sécheresse. Vous savez qu'il y a des conséquences du dérèglement climatique, c'est ça. C'est des événements climatiques, des événements naturels du type inondation, sécheresse, etc., qui peuvent avoir, pour les acteurs qui sont assurés, vont coûter très cher aux compagnies d'assurance. Ça, c'est les risques physiques. Ensuite, il y a les risques qu'on appelle les risques de transition. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que les gouvernements, dans le futur, et les banquiers centraux aussi, mettent en place de nouvelles politiques pour lutter contre le réchauffement climatique, sous forme de réglementation, sous forme de nouvelles taxes, par exemple ce qu'on appelle les écotaxes, les taxes carbone, etc., pour faire face à la crise climatique. Or, ça va coûter cher aux acteurs financiers, à tous les acteurs d'ailleurs économiques et financiers. Eh bien, il faut que ces risques soient pris en compte. C'est des nouveaux risques liés à la transition, liés aux politiques de transition. Et puis, il y a une 3e catégorie de risques qui, aujourd'hui, ne s'est pas encore toujours matérialisée, mais demain pourrait être très important, ce qu'on appelle les risques de bilan. Ça s'accélère. En particulier, ça concerne des risques importants, des pertes importantes que pourraient avoir certains acteurs, des banques ou des investisseurs, suite à une dévalorisation brutale de certains de leurs actifs. Alors, en anglais, ça s'appelle les stranded assets. On pourrait traduire ça comme actifs échoués. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, regardez la chose suivante. Le GIEC, vous connaissez le GIEC, qui est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Une de ses conclusions, il y a quelques années, ça a été de dire que si on veut maintenir en dessous de 2 degrés le réchauffement climatique, on doit laisser 80% des ressources
en énergie fossile qui sont dans le sol de la planète, on doit les laisser dans le sol de la planète, on ne doit donc en exploiter que 20%. Prenez une entreprise comme Total, je sais qu'elle s'apprête d'ailleurs à travailler chez vous, prenez une entreprise comme Total qui a payé cher pour avoir un permis d'exploitation, pour être... Eh bien, si il y a une décision internationale ou une décision quelconque qui dit « vous ne pouvez pas exploiter la totalité du gisement parce que ça serait l'occasion d'avoir des émissions de gaz à effet de serre », puisque la principale source d'émissions de CO2, de gaz à effet de serre, c'est les énergies fossiles, dont le pétrole. Eh bien, vous voyez tout de suite que les actifs de Total risquent de baisser fortement. Ça serait des pertes. Et si des banques ont prêté à Total, ont souscrit des obligations émises par Total pour financer ses explorations, son exploitation, ces obligations risquent de perdre beaucoup de valeur. Donc, c'est des pertes. Donc, si vous voulez, les banquiers centraux, les superviseurs s'attendent en effet à ce qu'il y ait véritablement des risques de pertes importantes dans le futur qui pourraient impacter le système financier et le mettre en difficulté. Et donc, ils travaillent en ce moment dans le cadre du réseau NJFS, les banquiers centraux, donc c'est une très bonne chose, pour analyser ces risques, essayer de les repérer, de voir quel serait leur impact sur l'économie et sur le système financier, et de mettre en œuvre de nouveaux instruments, notamment de politique macro-prudentielle, pour pouvoir lutter contre ces risques. Donc voilà les premières décisions du NJFS, donc encore une fois des réseaux de banques centrales, une quarantaine de banques centrales. Vous voyez, c'est de renforcer la transparence sur les risques, mieux connaître les risques, de définir une méthodologie pour mieux évaluer les risques. Voilà. Et bon, il y a eu une task force, c'est-à-dire un groupe de travail qui a été mis en place pour évaluer correctement ces risques, pour obliger tous les acteurs à être transparents sur les risques qu'ils encourent suite à la transition, suite au dérèglement climatique. Et puis, il y a eu aussi la mise en place, ou la proposition de mise en place d'instruments nouveaux, comme ce qu'on appelle les stress tests. Alors, les stress tests, ça consiste à étudier des banques, en particulier, à leur faire un choc, c'est-à-dire à prendre leur bilan et de dire qu'est-ce que c'est une sorte de simulation. Qu'est-ce qui se passerait si demain, par exemple, on met une écotaxe importante, ou si le prix du pétrole s'effondre, etc., sur l'activité bancaire, les bilans bancaires. Et en France, d'ailleurs, la France est un peu pionnière dans cette affaire, parce que la loi française sur la transition énergétique, c'est son article 173, prévoit l'obligation pour les autorités françaises, et notamment la Banque de France, d'ailleurs, ils collaborent, le Trésor public français y travaille, pour faire des stress tests sur les banques, pour vérifier qu'elles sont solides, si elles sont impactées par des chocs liés à la transition, liés au réchauffement climatique, elles résisteront à ces chocs. Voilà. Et si on voit des signes de fragilité, eh bien de faire des recommandations pour que ces banques modifient leur gestion, voilà, fassent des progrès dans leur gestion des risques, de ces risques-là. Alors, moi j'ai un regard assez critique aujourd'hui quand même sur les banques centrales par rapport à cette question du climat, parce que autant elles ont fait des progrès et des avancées significatives dans le cadre du réseau NJFS pour prendre en compte la question des risques climatiques et de leur impact sur les systèmes financiers. En revanche, elles ont une doctrine que je qualifie de très conservatrice sur la question du financement de la transition. C'est-à-dire qu'en fait, quand on interroge les banquiers centraux, je me rappelle une interview de M. Villeroy de Galhau, qui est le gouverneur de la Banque de France, qui avait dit « Il n'est pas dans notre mandat de nous occuper du financement de la transition ». Et même, il avait rajouté, et c'est ce que disent la plupart des banquiers centraux aujourd'hui, nous avons un principe qui est le principe dit de neutralité, je mets ça entre guillemets, de la politique monétaire, c'est-à-dire que la politique monétaire est une politique macroéconomique, elle ne doit pas chercher à favoriser ou défavoriser certaines parties de l'économie. Par exemple, elles ne doivent pas chercher à défavoriser les secteurs des énergies carbonées, qui sont émettrices de CO2. Elle ne doit pas non plus chercher à favoriser les secteurs, au contraire, des énergies renouvelables, qui, elles, ne sont pas émettrices de gaz à effet de serre. Ce n'est pas le boulot des banques centrales. Et donc, la conclusion, pour le moment, la plupart des banquiers centraux, alors je ne sais pas si dans la région où on en est, mais en tout cas, je peux vous dire qu'au niveau européen, malheureusement, alors peut-être que Mme Lagarde va changer les choses, vu les déclarations qu'elle a faites quand elle est arrivée à la tête de la Banque centrale européenne, mais pour le moment, il n'y a pas de politique monétaire en faveur de la transition, et même, on peut dire, au contraire, vous allez voir. Donc moi, je fais partie, on est un réseau d'économistes, vous avez dit que j'étais militant
altermondialiste même, je peux dire, parce qu'on pense que la question du climat, c'est vraiment une question importante pour la planète. Nous surveillons de près les politiques, et quand ça va dans le bon sens, on dit bravo, bravo, hein, comme la question des risques. Par contre, on pense que la Banque centrale et les banques centrales ne font pas assez leur travail pour la question du financement de la transition. Et là, j'ai deux critiques, nous avons deux critiques à faire aux banques centrales, et aussi 3 recommandations. Alors, nous ne sommes que des économistes, nous ne sommes pas des décideurs, mais on a des recommandations à faire. Alors, quelles sont les critiques? Premièrement, nous avons constaté, grâce à des études statistiques, empiriques, que les interventions des banques centrales, et notamment celles de la Banque d'Angleterre et celles de la BCE, sont biaisées en faveur des économies fossiles et de l'économie carbonée. Nous avons étudié notamment les politiques non conventionnelles et les programmes, en particulier d'achat, vous vous rappelez, c'était le 3e programme d'achat d'obligations privées et publiques. Eh bien, on a constaté que parmi les obligations privées qui avaient été rachetées, la majorité étaient des obligations d'entreprises du secteur traditionnel carboné. Et il y avait très peu d'aides de financement par rapport aux entreprises, aux acteurs qui sont dans les énergies nouvelles, les énergies renouvelables. Et par ailleurs, nous pensons qu'il y a une erreur là que fait la politique, que fait notamment la BCE sur la question de la séparation. Je vais expliquer ces 2 points. Alors, là, je cite 2 études qui ont été faites à la fois par des universitaires et par une NGO, comme on dit, une organisation non gouvernementale, qui est Corporate Observatory. Toutes les 2 arrivent au même résultat. Quand on étudie les interventions sur les marchés récentes des banques centrales que sont la Banque d'Angleterre et la BCE, elles sont biaisées en faveur du CO2, c'est-à-dire des énergies fossiles, à plus de 60%. Donc là, on dit, attention, vous nous dites que vous avez une politique monétaire qui est neutre, c'est faux. Elle n'est pas neutre, puisqu'elle est biaisée en faveur des énergies fossiles. Donc là, il y a une rectification à faire. Et d'ailleurs, Madame Lagarde, dans son discours d'investiture, a mentionné cela, a mentionné ce problème. Et donc, on peut espérer, on peut penser que la BCE va changer d'attitude sur cette question-là. Voilà. Et alors, on peut expliquer facilement pourquoi la Banque centrale est biaisée. Parce qu'en fait, quand vous intervenez sur un marché en tant que banque centrale, sur les marchés, et que vous voulez être neutre, en réalité, vous reproduisez la structure existante de l'économie. C'est-à-dire que vous prêtez aux différents secteurs en fonction de la proportion actuelle des différents secteurs dans l'économie. Et donc, comme les secteurs à énergie carbonée sont encore largement dominants, vous allez spontanément prêter plus à ces secteurs parce qu'ils sont plus nombreux, plus importants dans l'économie. Donc, on voit bien que la notion de neutralité, là, elle doit être discutée, remise en cause, telle que la conçoit la Banque centrale. Et en particulier, on pense que les banques centrales, dans leur politique de refinancement, et notamment d'éligibilité des collatéraux qu'elles utilisent pour refinancer les banques, eh bien, elles doivent avoir une politique qui prend en compte la question du climat et en compte le type d'actifs qu'elles acceptent comme collatéraux, notamment les actifs des secteurs non carbonés. Donc ça fait partie justement des propositions. Je vais y venir dans un instant. Ensuite, ça va, je ne suis pas trop long. Vous me donnez encore combien de temps? 10 minutes? Ça va? Non, mais je m'excuse. Ça va? Bon, très bien. Alors, il y a une autre erreur, enfin, que je pense que les banques centrales font aujourd'hui, c'est que on considère que financer la transition, ce n'est pas un rôle de la Banque centrale, et l'erreur, à mon avis, qui est faite, c'est de revenir à cette notion de séparabilité entre la politique monétaire et la politique de gestion des risques, comme avant la crise. Vous savez, je vous ai parlé du principe de séparation. Pourquoi? Si on admet que financer, comme le font actuellement les banques centrales, en majorité des secteurs carbonés, ça veut dire qu'en quelque part, on favorise le réchauffement climatique. Si on admet que le réchauffement climatique, comme on l'a vu tout à l'heure, pouvait avoir des effets importants, des risques importants de pertes pour les banques, pour les sociétés d'assurance, etc., ça veut dire qu'en ayant cette politique, on favorise le réchauffement climatique et donc, quelque part, l'instabilité future du système financier. Et que donc, dire que la politique monétaire doit être séparée de la politique de la gestion des risques liés au climat, c'est une erreur. Il ne faut pas les séparer. Ce sont des politiques qui, en fait, doivent être articulées ensemble. Et donc là, je pense qu'il y a à nouveau une erreur qui est faite de séparer les deux. Il faut revenir à une articulation de ces deux types de politiques. Alors,
quelles sont les recommandations? Je vais aller vite là, mais il y a eu pas mal d'économistes qui ont travaillé, j'en cite deux là sur ma diapositive, mais il y en a eu pas mal. C'est l'idée d'abord qu'il serait intéressant que les banques centrales fassent des études d'impact dans leurs interventions sur les différents secteurs de l'économie, secteurs carbonés, non carbonés, c'est-à-dire en quoi est-ce qu'elles favorisent ou pas le réchauffement climatique, les émissions de CO2 par leurs interventions. Deuxièmement, il faut que dans les critères d'éligibilité des collatéraux pour le refinancement, les banques centrales introduisent le critère du climat, c'est-à-dire de prendre garde à favoriser les secteurs qui sont ceux des énergies nouvelles. Donc, moi, je pense que là, il n'y a pas de neutralité à avoir. C'est important qu'on favorise les secteurs des énergies renouvelables ou les secteurs qui travaillent dans le sens de la transition. Par exemple aussi, financement d'infrastructures qui favorisent de nouvelles formes de transport, etc. etc. Et puis, aussi que les banques centrales, et elles ont commencé d'ailleurs à le faire, il faut reconnaître, qu'elles commencent à acheter ou en tout cas à intervenir sur des marchés verts, entre guillemets, comme les green bonds, ce qu'on appelle les obligations vertes, les actifs verts. C'est-à-dire que dans leurs interventions, notamment au titre des politiques non conventionnelles, du quantitative easing, eh bien qu'elles n'hésitent pas à intervenir sur les green bonds, qui est un marché en plein démarrage. Et un des moyens de booster ce marché, qu'il prenne de l'ampleur, c'est que précisément les banques centrales soient présentes sur ce marché. Donc ça, c'est une troisième recommandation. Voilà. Alors, je voudrais vous citer une étude qui est la suivante. Il y a un centre de recherche britannique qui s'appelle la New Economics Foundation, a fait un travail intéressant en regardant les banques centrales des pays émergents et des pays en développement. Par rapport à la question, alors, ce n'est pas par rapport exactement à la question du climat, mais une question qui est très liée, qui est la question du développement durable et de la finance verte, définie comme étant la finance qui finance le développement durable. Et leur conclusion, excusez-moi, c'est en anglais, leur conclusion est sans appel. C'est-à-dire qu'ils constatent que quand ils comparent les banques des pays avancés, dits avancés, comme la BCE, la Fed états-unienne ou bien la Banque du Japon, ils s'aperçoivent qu'elles sont moins engagées sur la question du financement du développement durable que les banques des pays émergents, par exemple comme la Banque de Chine, la Banque d'Inde, la Banque du Bangladesh, etc., que le sont les pays avancés. Et donc, ça, c'est intéressant. Alors, ils expliquent ça en disant, de tout temps, les pays en développement, notamment les pays émergents, ont une préoccupation qui est celle du développement. Et à partir du moment où la préoccupation du développement est centrale, la notion de développement durable devient aussi importante. Quel type de développement on veut, hein. Et donc, on s'aperçoit que, finalement, les banques des pays émergents et en développement ont une avance, ont en tout cas une préoccupation plus importante, une sensibilité plus grande à cette question du développement durable. Et puis, une autre conclusion intéressante, c'est qu'ils constatent que quand les banques centrales ont, dans le passé, eu un focus, comme on dit, c'est-à-dire une priorité donnée à la lutte contre l'inflation, et que c'était des banques centrales indépendantes pour avoir une crédibilité maximum dans la lutte contre l'inflation, eh bien, ces banques-là, en général, elles sont moins engagées sur les questions écologiques et climatiques que les banques dans lesquelles l'objectif de la Banque centrale est beaucoup plus large que uniquement lutter contre l'inflation. C'est aussi promouvoir le développement, par exemple. Et aussi, ce sont des banques centrales qui ne sont pas nécessairement indépendantes. C'est-à-dire que ça pose la question, est-ce que l'indépendance des banques centrales, telle qu'on l'entend, est quelque chose qui est compatible avec la nouvelle génération de banquiers centraux qu'on veut voir émerger, qui sont précisément soucieux du développement durable, de la transition énergétique, etc. En tout cas, la question est posée. Bon, c'est ce que pose comme question, notamment, cette étude intéressante. Voilà. Alors, j'en viens à mon troisième point, et rassurez-vous, ça sera plus court que ce que j'ai dit avant, mais quand même, puisque Pape Diallo m'avait dit, ça serait vraiment bien que vous parliez de la question de la digitalisation, même de faire une conférence sur la digitalisation. Alors, j'ai dit, je ne peux pas peut-être en faire deux, mais peut-être que je peux faire quelque chose, faire une conférence sur la question des banques centrales face à la digitalisation. Et donc, j'ai essayé de réfléchir avec la littérature existante sur cette question. Et voilà un peu l'état de la réflexion que j'ai pu voir et l'état de ma réflexion sur le sujet. D'abord, la digitalisation a commencé à avoir des effets absolument considérables. Et là, je distingue trois types d'effets, mais
on pourrait en rajouter une liste plus longue. Premièrement, la digitalisation, c'est l'arrivée de nouveaux acteurs importants, de nouveaux entrants dans le domaine de la finance. Je vais revenir sur ce point. Deuxièmement, c'est tous les domaines de la finance vont être impactés par la digitalisation. Troisièmement, le financement de la finance traditionnelle, les banques traditionnelles, par exemple, vont être bouleversées, pour ne pas dire quelquefois déstabilisées sérieusement par la digitalisation. Face à ça, je conclus, en tout cas, ça m'amène à cette idée, à cette triple idée, si je puis dire, c'est que les banques centrales ont trois fonctions majeures qui sont impactées et peut-être menacées, le mot est un peu fort, mais qui pourraient être affaiblies si elles ne s'adaptent pas à la suite de la digitalisation. Ces trois fonctions, c'est la question du contrôle du système de paiement, c'est la question de la régulation du système financier et c'est la question de la politique monétaire. Alors je passe en revue rapidement ces différents éléments. Le triple effet de la digitalisation. Vous le savez, ici peut-être mieux qu'ailleurs, que la digitalisation a permis l'arrivée de nouveaux acteurs. Par exemple, la technologie du téléphone mobile, eh bien, c'est Orange Mobile qui est très présent ici. Mais il y a aussi deux autres catégories d'acteurs qui comptent et qui vont compter de plus en plus dans le secteur digitalisé, si je puis dire. Il y a les fintech, c'est-à-dire en fait, ce sont des sociétés, des acteurs, qui ne sont pas forcément des gros acteurs, qui vont utiliser au maximum la technologie du numérique pour développer de nouvelles fonctions ou développer différemment les fonctions traditionnelles des banques, par exemple. Et puis, et ce n'est pas le moins important, il y a ces grandes entreprises du numérique, qu'on appelle les GAFA, qui vont, et qui ont commencé déjà d'ailleurs, à jouer un rôle important dans le domaine de la finance. Eh bien, quand on prend ces trois catégories d'acteurs, les fintech, les GAFA et les opérateurs de téléphonie mobile, eh bien, ils sont en train, et ça commence, parce que c'est vraiment une évolution qui va se poursuivre et qui va s'amplifier, ils sont en train de changer la finance. Et quels sont ces domaines de la finance qui sont impactés? Pour aller vite, j'ai dressé une liste là. Quand on regarde les études qui sont faites sur les effets de la digitalisation, on voit qu'il y a les paiements. Bon, ça, c'est par exemple Orange Mobile, mais c'est aussi Facebook qui veut créer demain une monnaie qui s'appelle le Libra. D'accord ? C'est les prêts, donc des systèmes de prêts, autrement, B2B, business to business, sans passer par des banques, en utilisant des technologies numériques. Bon. C'est aussi les opérations de change, qui vont se faire de plus en plus par des acteurs numériques. C'est les opérations de services conseillers. Je ne sais pas si vous savez, il y a des robots qui sont en train d'être mis au point de conseiller aux épargnants, de conseils aux épargnants pour leur placement. C'est-à-dire que quand vous irez dans votre banque, si vous avez la chance d'avoir un peu d'épargne et que vous voulez la placer, bientôt vous n'aurez pas une personne en face de vous, vous aurez un robot. C'est-à-dire vous allez répondre à des questions du robot, combien d'épargne avez-vous, quel type de placement vous voulez faire, etc., etc. Et ensuite, le robot vous dira, eh bien, voilà, je vous conseille tel placement. Et ça sera ça, le conseil financier. Donc, si vous voulez, c'est les domaines où on se serait attendu à ce que des personnes humaines soient toujours présentes. Eh bien, pour certaines activités en conseil, par exemple, eh bien, on aura des robots demain. Et puis, il y a toutes les opérations transfrontières ou transfrontalières qui vont devenir aussi de plus en plus automatisées, gérées par des acteurs numériques. Donc ça, c'est vraiment Alors, dans les études qu'on peut étudier, qu'on peut voir, on voit qu'il y a un consensus des économistes qui travaillent sur ces questions pour dire que les acteurs actuels de la finance, les banques en particulier, les banques traditionnelles, vont être impactés fortement par les nouvelles technologies, en particulier par le numérique, la digitalisation. Par exemple, ça va augmenter la concurrence. Il va y avoir une guerre des prix, parce que ces acteurs vont être capables de rendre des services, de vendre des services à des prix inférieurs à ceux que facturent actuellement les banques. Il y a aussi un phénomène de fragmentation des services financiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes banques, et la plupart des banques, vous donnent une multiplicité de services. Eh bien, avec la digitalisation, il y aura une spécialisation plus grande, et donc on va retrouver une forme de fragmentation des services financiers. Ensuite, la relation avec les clients va changer. Dans le passé, c'était une relation top-down. La banque élaborait ses produits qu'elle offrait à ses clients, des crédits, des produits de placement, et c'est elle qui était à l'initiative, c'était une dynamique de l'offre. Eh bien, avec les nouvelles technologies, on part d'en bas, c'est-à-dire qu'on va étudier les acteurs des nouvelles technologies
comme on les appelle quelquefois les néobanques aussi, eh bien, vont étudier le profil, grâce à la digitalisation, à la base de données qu'elles ont, elles sont capables d'étudier le profil de chaque client et de lui proposer des produits sur mesure, et non pas des produits tout faits qui sont élaborés par la banque. Donc, ça va changer complètement, si vous voulez, le mode de relation avec l'entreprise. Autre effet, la désintermédiation. Si les banques jouent un rôle moins important, qui sont les principaux intermédiaires financiers dans nos économies, eh bien, ça veut dire qu'on a un phénomène de désintermédiation, c'est-à-dire de contact direct entre l'épargnant et celui qui prête, entre l'emprunteur et celui qui... vous voyez, et donc, c'est ce qu'on appelle un phénomène de désintermédiation. On verra tout à l'heure que ça a une importance pour les banques centrales. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que la plupart des fintechs ne sont pas des banques. Les GAFA ne sont pas des banques. Donc, en fait, elles échappent très largement à la régulation bancaire, et notamment à la régulation bancaire traditionnelle. Du coup, les banques centrales sont impactées par ces évolutions en cours, qui sont très importantes. Et comment sont-elles impactées ? À mon avis, il y a au moins trois fonctions majeures des banques centrales qui sont impactées. Premièrement, la question des systèmes de paiement. On dit souvent, à juste titre, qu'une des fonctions des banques centrales dans tous les pays, c'est de gérer, de surveiller le bon fonctionnement du système de paiement, d'accord ? En lien, bien sûr, avec les banques commerciales. Eh bien, le problème, c'est que avec les nouvelles technologies, avec des établissements comme Orange Mobile, ou avec, demain, Facebook qui créera sa propre monnaie, eh bien, il sera beaucoup plus difficile à la Banque centrale ou aux autorités financières de contrôler ce qui se passe. Si le Libra est créé demain, ce sera une banque privée qui sera un substitut aux monnaies officielles, aux billets de banque, par exemple, ou aux autres formes de monnaie, eh bien, ça échappera largement au contrôle de la Banque centrale. C'est pour ça, d'ailleurs, que les banquiers centraux ont fait un rapport, il n'y a pas longtemps, la BCE a fait un rapport assez négatif sur le Libra, en disant qu'il ne faut pas autoriser cette expérience, sauf si Facebook accepte d'appliquer certaines règles et recommandations de la Banque centrale. Donc, vous voyez, des banques centrales, parce que Facebook, c'est une entreprise multinationale. Donc, il faut que les banques centrales se coordonnent. Il ne suffit pas que la BCE impose ses règles, il faut que la BCE soit d'accord avec la BCEAO, soit d'accord avec la Banque d'Angleterre, soit d'accord avec la Banque du Japon, etc. Parce qu'il faut des réglementations homogènes. Autrement, ça ne sera pas efficace. Le système financier, je vais vite, mais simplement, on peut craindre une fragilisation du système financier traditionnel avec la concurrence accrue, avec le fait que la régulation sera moins forte, eh bien, l'opacité plus grande des technologies numériques, ce qui fait que les autorités vont avoir une difficulté supplémentaire à appliquer, à mettre en œuvre leur rôle, qui est le rôle de superviseur. Enfin, la politique monétaire, troisième domaine. Eh bien, avec la désintermédiation, avec le fait que les banques vont jouer un rôle moins important, que la monnaie gérée par la Banque centrale, les billets, pourrait jouer un rôle moins important, ça va affaiblir la capacité de la Banque centrale, notamment à créer de la monnaie. Parce que, qu'est-ce que c'est que la monnaie de Banque centrale ? La base monétaire, c'est notamment la monnaie fiduciaire. Donc si la monnaie fiduciaire diminue, la Banque centrale perd un levier d'action sur l'économie via sa monnaie. Et puis aussi, il y a la question de ce qu'on appelle les canaux de transmission de la politique monétaire. Si le crédit bancaire n'est plus effectué, si les prêts ne sont plus effectués par les banques, mais par des acteurs qui ne sont pas des acteurs bancaires, le canal traditionnel du crédit bancaire, qui est sous contrôle de la Banque centrale, ne le sera plus. Or, le principal canal de la politique monétaire aujourd'hui, ici, comme en France d'ailleurs, c'est le canal du crédit. Et donc, si ce canal du crédit s'affaiblit, la politique monétaire, vous voyez, sera en difficulté, en tout cas, risque d'être moins efficace. Voilà, j'en ai fini, je conclus. Donc, vous voyez, dans mon exposé, dont je m'excuse peut-être, j'excuse la longueur peut-être excessive, eh bien, j'ai balayé exprès, vous voyez, une période assez longue, des évolutions importantes pour vous montrer comment le central banking, la doctrine, le cadre opérationnel, le cadre théorique des banques centrales n'a cessé d'évoluer et continue d'évoluer aujourd'hui face aux défis actuels. Il y a eu des avancées importantes, les banques centrales ont fait des progrès, c'est évident, mais il y a aussi des critiques qu'on peut leur adresser, c'est normal, et donc il y a des limites. Alors, pour moi, le problème majeur aujourd'hui, en tant qu'économiste et citoyen, c'est quand même la question de l'écologie, de la transition énergétique. Et donc, je plaide, vous voyez, pour employer une image, pour dire qu'après la génération de banquiers centraux keynésiens,
conservateurs de l'après-guerre, eh bien, aujourd'hui, il faut une nouvelle génération de banquiers centraux que je qualifierais de banquiers centraux écologistes. Alors, Madame Lagarde, dans son discours, quelque part, d'ailleurs, elle s'est présentée un peu comme un banquier central écologique. Donc, je serais intéressé de savoir si, ici, localement, les autorités de la Banque centrale sont ce genre de... Alors, une fois encore, merci. Merci précisément pour tous ceux qui ont accepté de consacrer une partie de leur temps pour effectivement venir assister à cette conférence. Et à bientôt. Merci.